On se retrouve à la bibliothèque du Centre médical universitaire de l'Université de Genève, où on va évoquer un concept vraiment assez central au TDAH. Ce sont les fonctions exécutives. Et pour ce faire, j'ai invité Fiona Journal pour vraiment nous en parler en détail. Bonjour Fiona. Bonjour. Toi, dans ton travail, tu te spécialises particulièrement dans les fonctions exécutives et l'effet des fonctions exécutives dans le quotidien d'individus avec un diagnostic du TDAH. Alors, pour commencer notre topo, j'aimerais bien te demander de définir les fonctions exécutives et puis pourquoi est-ce qu'on appelle ça fonction exécutive? C'est vrai que c'est un concept assez compliqué. Les fonctions exécutives, du coup, c'est un ensemble de fonctions cognitives de haut niveau qui vont vraiment agir comme un chef d'orchestre pour coordonner d'autres fonctions de plus bas niveau, comme le langage, la mémoire ou l'attention. Donc, c'est vraiment des fonctions qui vont agir ensemble dans des situations complexes, inattendues, imprévues, dans lesquelles on va devoir prendre une décision ou planifier des actions ou orienter notre attention pour produire un but. Du coup, ces fonctions, elles vont nous permettre vraiment d'intégrer nos expériences et nos perceptions pour arriver au but final. Donc, si je prends un exemple un peu plus concret, c'est typiquement la conduite. Quand on est en train de conduire, on doit intégrer nos perceptions et nos expériences. Je dois, par exemple, prendre en compte les panneaux de signalisation, mais aussi penser aux piétons qui peuvent traverser devant moi, tout en évitant, par exemple, la conversation des passagers qui se trouvent dans ma voiture. En plus de ça, je vais devoir changer mon focus attentionnel entre, par exemple, le feu qui vient de passer au rouge et puis la voiture qui se rapproche derrière moi et que je vois dans mon rétroviseur. Et enfin, avec tout ça, je vais devoir aussi anticiper les changements de direction que je vais devoir prendre pour arriver à ma destination et puis potentiellement changer ces directions dans le cas où, par exemple, je rencontre des embouteillages sur mon chemin ou des travaux. OK, donc ça nous donne vraiment un panorama de comment est-ce que ça s'intègre dans la vie de tous les jours, comme dans cet exemple-là. Maintenant, si on prend chacune des composantes de ces fonctions exécutives, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Oui, alors si on suit le modèle de Miyake, qui est un des grands modèles qui a décrit ces fonctions exécutives, on trouve trois composantes principales. La première, c'est l'inhibition, qui est la capacité à s'empêcher de produire une réponse qui est automatique, ou alors d'éviter des informations qui sont non pertinentes pour notre tâche. Donc, si on prend l'exemple que je prenais tout à l'heure avec la voiture, éviter la conversation que nos passagers ont derrière nous, ça c'est une forme d'inhibition. Et puis on pourrait prendre un autre exemple du fait d'attendre son tour dans un jeu par exemple. Là, on peut voir que c'est très difficile pour un enfant en bas âge d'attendre son tour dans un jeu. Et puis, au fur et à mesure des années, avec le développement du contrôle inhibiteur, il va réussir à respecter les règles. Ensuite, une deuxième composante, c'est la flexibilité. La flexibilité, c'est la capacité à passer d'un comportement à un autre de manière flexible. Donc d'adapter à une situation qui est nouvelle, soit ses activités, sa vision des choses ou ses stratégies. Et par exemple, ça peut être le cas dans la vie quotidienne quand on fait face à un imprévu, un changement de météo ou l'annulation d'un rendez-vous. Dans ces cas-là, on doit replanifier toute notre journée. Et enfin, la troisième composante décrite par Miyake, c'est la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est un système de maintien qui est limité et temporaire des informations, mais pendant qu'on est en train de faire la tâche. Par exemple, là, dans notre conversation, je dois retenir la question qui m'a été posée pour pouvoir y répondre bien en détail et pas oublier d'éléments. Donc, ces trois composantes principales des fonctions exécutives, elles sont vraiment utilisées dans des tâches qui sont spécifiques, comme on a pu le voir, mais elles vont aussi être coordonnées ensemble pour pouvoir agir sur des fonctions qui sont de plus haut niveau. D'accord. Donc, inhibition, flexibilité. Mémoire de travail, on en avait parlé, on avait évoqué aussi le concept d'administrateur central. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il joue un rôle de fonction exécutive? Oui, alors partiellement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Miyake, il va bien spécifier que la flexibilité et l'inhibition, c'est des fonctions qui sont indépendantes, vraiment séparées, et que l'administrateur central, en fait, il va utiliser ces fonctions ensemble pour mener le processus à son but. Et puis, du coup, tu nous parlais aussi d'autres fonctions exécutives. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alors, les fonctions exécutives de plus haut niveau, qui vont donc être coordonnées par celles dont on a parlé juste avant, elles sont regroupées dans le modèle de Diamond comme des capacités de raisonnement, de résolution de problèmes et aussi de planification. Donc, c'est des fonctions qui vont permettre un raisonnement qui est logique, inductif.
On peut prendre 3 exemples de ces fonctions qui sont observables, évaluables. C'est l'initiation, la planification et le multitasking. Donc l'initiation, c'est la capacité vraiment à débuter une tâche, à se mettre en route. La planification, c'est la capacité à prévoir mentalement ses actions, donc la décomposer en plusieurs étapes pour pouvoir atteindre son but de la manière la plus efficace possible. Et puis le multitasking, c'est la capacité à coordonner plusieurs activités de manière simultanée, toujours pour produire le but. OK. Donc c'est utile parce qu'on voit vraiment l'aspect bas niveau, haut niveau, les deux modèles différents. Peut-être qu'on aurait besoin d'un exemple qui est en lien avec justement le quotidien d'un individu qui aurait un diagnostic de TDAH. Oui, alors on peut prendre l'exemple d'une journée typique. Déjà, pour commencer une activité, pour initier du coup une action, il va falloir qu'on stoppe l'action qu'on était en train de faire. Donc on doit faire appel à son inhibition pour initier en fait. Quand on sort de son lit le matin, on n'a qu'une envie, c'est de rester sous la couette. Et du coup, on va devoir inhiber ce désir-là pour pouvoir initier une tâche, se mettre dans l'activité et sortir de la chambre. Une personne avec un trouble de l'attention peut avoir des difficultés à initier des tâches et on peut observer chez ces personnes-là une tendance à remettre à plus tard, à procrastiner. Ensuite, dans notre journée, on va devoir enchaîner des activités de manière flexible. On doit faire des tâches dans un ordre plus ou moins précis pour arriver à la fin de la journée. Et ces tâches, elles sont parfois avec des consignes très similaires, parfois avec des consignes très différentes. Et on ne doit pas rester bloqué sur une de ces tâches. Donc, par exemple, on est en train de travailler et on reçoit un appel téléphonique. On va pouvoir répondre à notre interlocuteur et puis se plonger directement dans la conversation. Pour une personne avec un trouble de l'attention, ça peut être un peu plus difficile de basculer comme ça entre des tâches et ça peut prendre un tout petit peu plus de temps qu'aux autres personnes. Ensuite, notre journée, elle est guidée par des programmes. On doit faire des tâches, comme je disais, dans un ordre pour être efficace. Et pour enchaîner ces tâches, il va falloir qu'on crée un programme. Donc d'abord qu'on retienne tous les éléments qui sont à faire, donc les maintenir dans notre mémoire de travail, pour ensuite les faire dans l'ordre le plus efficace possible, donc anticiper cet ordre. Et ça va être plus difficile pour des personnes avec un trouble de l'attention, qui vont avoir des difficultés à s'organiser, à planifier. Ça peut se traduire par une tendance à être souvent en retard, ou alors des difficultés à s'organiser dans son matériel, perdre les choses, devoir faire des listes, etc. Et puis enfin, nos activités, elles sont souvent multiples. C'est pas rare qu'on veuille continuer notre appel téléphonique tout en faisant les tâches qu'on avait prévu de faire. Et ça va nous demander une gestion du matériel qui est nécessaire à chacune des tâches, du temps qu'on doit donner à chacune des tâches, et puis aussi une flexibilité dans l'attention qu'on va porter à chacune de ces tâches, puisqu'on ne peut pas être attentif à toutes les tâches en même temps. Donc il va falloir qu'on navigue un peu entre ces tâches-là. Et pour une personne avec un trouble de l'attention, ça peut être difficile de faire ce multitasking et on peut du coup remarquer des oublis ou une perte du fil en fait globale de la tâche. OK. Donc c'est hyper intéressant parce que finalement tu fais des liens entre inhibition, initiation et puis ensuite aussi dans la coordination de la flexibilité, qui va jusqu'au multitasking, où là, on est vraiment en train d'essayer de tout mettre ensemble. Et on peut donc mieux s'imaginer comment on peut avoir peut-être des problèmes de mise en œuvre de ces fonctions exécutives au quotidien et dans des tâches peut-être plus spécifiques pour certains, scolaires pour d'autres, professionnels, dans la planification de la journée. Donc, c'est vraiment très, très utile. Merci beaucoup, Fiona. Merci. Donc, du coup, on voit vraiment à quel point les fonctions exécutives sont absolument centrales dans le quotidien pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire au jour à jour. Et vous vous imaginez que lorsqu'il y a un problème à un de ces niveaux, à plusieurs de ces niveaux, ça peut vraiment entraîner des défis significatifs pour les individus qui auraient un diagnostic de TDAH. En plus, cet exposé très précis nous aidera à comprendre en fait les interventions psychologiques qu'on peut mettre en place pour essayer justement de soulager et de soutenir à la réalisation de ces objectifs.